Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective, le cycle de conférences, de webinaires de l'EJDB. Pour cette troisième rencontre, nous vous proposons de parler Lean et intelligence collective, appliquées comme toujours à la construction. Pour comprendre l'intérêt de cette thématique, je vous propose un exemple concret, une anecdote qui s'est déroulée il y a quelques jours à peine. Une entreprise de fermeture, existant depuis plus de 40 ans, est passée poser une nouvelle porte d'entrée chez un particulier. Une fois sur place, l'équipe se rendit compte que ce n'était pas le bon modèle de porte qui avait été commandé, que les métrés n'étaient pas exacts et qu'il était impossible d'y raccorder comme prévu avec le client un volet roulant, et le tout alors que l'ancienne porte avait déjà été déposée. Alors les conséquences sont multiples et vous les connaissez, il faut désormais commander une seconde porte, la bonne, faire revenir l'équipe pour déposer la mauvaise et enfin raccorder le volet roulant d'un client qui sera au bout du compte mécontent de ses désagréments. Alors le prix à payer de ces quelques erreurs est donc de la gestion d'imprévus, de la marge qui s'amenuise, de la tension au sein des équipes et enfin une recommandation client qui n'aura sans doute pas lieu. Voilà la raison d'être du Lean Management qu'on pourrait résumer ainsi, comment faire bien du premier coup. Et pour cela, nous sommes heureux d'accueillir 3 intervenants pour nous parler autant des principes du Lean que de son application pratique et concrète en PME du BTP. Thibault Lantier, consultant formateur en Lean Construction, Alain Baudet, entrepreneur président de VFE et Alain Duret, maître d'ouvrage et président du groupe Duret Immobilier. Moi je suis Guillaume Join et je serai accompagné de Guy Théier, directeur de l'EJDB, pour poser à nos intervenants toutes les questions que celles et ceux qui nous suivent en direct souhaiteront leur poser. Je laisse donc la parole à Thibault Lantier. Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous proposer de partager mon écran pour ce webinaire. J'espère que là, tout le monde le voit bien. Donc, je vous remercie de nous avoir rejoints sur ce webinaire qu'on va donc dédier au Lean Management. On a souhaité mettre avant tout sur ce webinaire ce que le Lean pouvait apporter à l'intelligence collective, c'est-à-dire le fait de faire travailler des cerveaux ensemble et non pas l'un après l'autre ou l'un à côté de l'autre. Alors évidemment, nous allons contextualiser cela dans le secteur de la construction. Donc, je serai accompagné d'Alain Duret et d'Alain Baudet qui apporteront donc leur vision et surtout leur expérience en tant que maître d'ouvrage et entrepreneur du bâtiment. Alors donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Thibault Lantier, je suis consultant formateur en Lean Construction. Je fais partie de l'association Lean Construction qui s'appelle Aleco, qui réunit un certain nombre de consultants spécialisés dans ce domaine. Et je suis aussi directeur de projet chez Leannov pour faire du pilotage de projets en Lean et Lean. Donc, au cours de ce webinaire, je vous propose de découper notre petite heure, la présentation, en plusieurs moments. Donc, ces moments, c'est d'abord une petite présentation sur ce qu'est le Lean Management. Ensuite, nous verrons l'application du Lean dans une entreprise de la construction. Je vous propose ensuite de basculer du côté d'un chantier Lean, là où on va retrouver des maîtres d'œuvre, entreprises générales et un certain nombre d'entreprises qui vont travailler ensemble. Et on va se poser la question, quelles sont les caractéristiques du Lean appliquées à un chantier Lean. Et puis, on abordera pour terminer le Lean et le BIM dans la phase conception pour pouvoir concevoir plus intelligemment nos différents projets. Enfin, nous aurons quelques minutes pour pouvoir vous répondre aux questions que vous aurez donc formulées auprès de Guillaume. Alors, abordons tout de suite ensemble notre première séquence et je vous propose de voyager avec moi dans le monde du Lean Management pour vous en faire ressortir ses spécificités qui semblent être tant dans l'air du temps. On en parle effectivement de plus en plus et pourtant notre voyage va commencer dans les années 1950 avec un homme qui va révolutionner le management d'entreprise, qui s'appelle Taishi Ohno. C'est le fondateur du Toyota Production System, système de production Toyota en français. Et depuis, c'est un système qui a été théorisé sous le mot Lean et qui a été décliné dans tous les secteurs, évidemment industriels, mais aussi dans la recherche et développement, dans le milieu hospitalier, dans les services administratifs et évidemment dans le secteur de la construction. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, si on essaye de définir ce qu'est le Lean Management, en une phrase, ça peut paraître assez commun, mais ça consiste bien à viser l'excellence opérationnelle. En tout cas, on parle bien des aspects opérationnels dans la performance des entreprises. Alors, votre performance ou performance d'une entreprise peut être liée au fait de très bien vendre des prestations. Là, on ne parlera pas de Lean. Par contre, si vous êtes efficient à chiffrer juste et faire un devis qui répond parfaitement et du premier coup à la demande du client, c'est du Lean. Et je vais commencer par citer quand même 4 principes
de la philosophie du Lean, hein, ce qui en fait vraiment sa spécificité et le côté managérial qu'il y a derrière cet objectif. Le premier principe philosophique est que le gain de performance va se faire en premier lieu sur l'amélioration de ce qu'on sait déjà faire. On ne va pas forcément chercher à toujours innover, à faire des grands bonds en avant, mais simplement de regarder ce qu'on sait faire et puis de l'améliorer. Taishi Ohno dit déjà dans les années 1950, pourquoi ne pas faciliter le travail et le rendre plus intéressant pour que les gens ne transpirent plus. Vous voyez, Toyota ne cherche pas à créer des résultats en travaillant dur, mais plutôt en réduisant les gaspillages. Le deuxième principe est de considérer qu'un problème est une opportunité pour s'améliorer. Alors, plutôt que de vouloir cacher les problèmes, eh bien, il est important de les faire ressortir, sans quoi on ne peut pas s'améliorer. Voilà, Taishi Ohno, il dit, s'il y a un problème, on arrête la machine et on prend le temps de comprendre les problèmes, quitte à perdre du temps de production. Mais il faut mieux perdre ce temps-là pour s'améliorer. Donc, vous comprenez donc que la bonne attitude d'un manager quand il y a un problème, ce n'est pas de demander qui, mais c'est de demander pourquoi, pour pouvoir effectivement travailler sur le système et sur les causes, et donc réduire et améliorer le système de production. Donc le troisième principe philosophique du Lean, c'est de faire participer chacun à cette démarche d'amélioration. Donc on sort d'un système où chacun rapporte à une tête pensante, mais le management est là pour intégrer chacun comme un élément du cerveau collectif de l'entreprise. Là encore, on va citer Taishi Ohno, il dit « Les employés ne vont pas chez Toyota pour travailler, ils y vont pour penser ». Vous voyez, c'est déjà une réflexion dans les années 1950 qui semble très moderne, et pourtant, elle date quand même déjà de 70 ans. Enfin, le quatrième principe philosophique est qu'il ne peut pas y avoir d'amélioration durable sans capitalisation des bonnes pratiques. Donc, ça veut dire qu'on va suivre aussi des démarches rigoureuses. Donc, cette démarche rigoureuse, elle commence par rendre visibles les problèmes. On en a déjà parlé. La deuxième étape, c'est de mettre en place une phase d'amélioration. Et là, qui suit un plan d'action, réflexion, peut-être des essais. Et quand cette amélioration est mise en place, c'est de la capitaliser pour ensuite les appliquer par tous. Alors, cette rigueur d'application ne sonne pas le glas pour autant de toute nouvelle amélioration. C'est juste un socle pour entamer une nouvelle boucle d'amélioration. On voit cette boucle, cette roue de l'amélioration continue. Toyota a été la première entreprise à appliquer ces principes dans son management. C'est une culture d'entreprise. La notion d'amélioration est partout, sur tous les sujets. Encore une petite phrase de Taishi Ohno qui dit que c'est un système, le système Toyota, qui ne fixe pas de limite à la créativité des gens. Tout peut être toujours remis en cause. Alors, au-delà de la philosophie, c'est aussi des fondamentaux d'organisation. On peut représenter l'organisation Lean comme une maison ou un temple, les deux expressions s'utilisent. Donc, son socle ou ses fondations, finalement, ce sont toutes ces pratiques qui sont capitalisées au fil du temps dans l'entreprise dont on vient de parler. Et l'organisation de production repose aussi sur deux piliers, le juste à temps et la juste qualité. Alors, notre pilier de juste à temps, c'est chercher à la fois la fluidité, le lissage de charge, aussi le fait que chaque tâche soit faite dans le bon ordre et au bon moment. Donc, cela nécessite une organisation de planification, mais aussi des systèmes de déclenchement d'actions systématiques qui vont se faire sans forcément être planifiés. Le deuxième pilier, c'est celui de la juste qualité. Donc, c'est de faire chaque étape en fonction de ce que le suivant attend et éventuellement de corriger les écarts au plus tôt. Donc, cela pour atteindre évidemment la qualité finale qui correspond aux besoins du client et au système normatif. Donc, ces deux piliers sont vraiment les garants de la création de valeur, c'est-à-dire ce que le client attend et est prêt à acheter. Alors, dans l'organisation Lean, vous l'avez compris, il y a aussi toute une dimension managériale et ce sont bien les hommes qui sont la première ressource de l'entreprise. Donc, finalement, un manager Lean a une posture spécifique et il doit savoir emmener tout le monde dans cette philosophie du Lean. Alors, je vais vous proposer trois clés, on va dire, qui correspondent à cette posture.
La première clé, c'est qu'un manager Lean doit toujours savoir donner du sens à l'action. C'est un vrai guide qui permet à chacun d'adhérer à la vision et donc d'être guidé vers un objectif commun. On va citer Simon Sinek qui dit « Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites ?» Simon Sinek a étudié ce qui caractérisait les grands leaders et formalise ce principe à ce qu'il appelle le cercle doré. Souvent, on dit aux gens ce qu'ils doivent faire, c'est le quoi, alors qu'il dit qu'il faut toujours commencer par le pourquoi, puis comment on va y arriver, et ensuite les actions qu'on va mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du pourquoi. Voilà, il dit, Martin Luther King, quand il est arrivé sur la grande place qu'il a fait cette grande déclaration, il n'a pas dit j'ai un plan, il a bien dit j'ai un rêve, c'est le pourquoi qui nous guide tous. La deuxième clé, c'est de décloisonner les différents acteurs, donc que ce soit des services ou des entreprises partenaires. Voilà, à isoler, cloisonner chacun dans un rôle trop précis, on a souvent une perte importante dans l'efficacité, la qualité de ce qu'on fait, et même aussi la motivation. On dit que la motivation, c'est déjà à peu près 16% de productivité. On pense que sûrement dans le secteur de la construction, c'est encore plus. Donc, il faut savoir casser les silos, donner des responsabilités plus transversales aux équipes, qu'elles communiquent plus ensemble, et puis donc de créer ces espaces de liberté pour s'adapter et mieux travailler ensemble. La troisième clé, c'est ce qu'on appelle l'inversion de la pyramide hiérarchique. Donc, classiquement, on a une pyramide, on a en haut une hiérarchie qui commande et qui va contrôler ce qui est fait. Et la pyramide inversée montre une hiérarchie en fait, qui est là pour responsabiliser, donner de l'autonomie, faciliter le travail de ceux qui font et qui créent la valeur. Donc, c'est une posture évidemment qui est complètement différente et qui donne beaucoup de résultats. Alors, si on doit résumer un peu en le lean management, finalement, vous voyez qu'il y a un côté très carré, notre maison, qui définit un peu les processus, le mode de fonctionnement. Puis, on a à l'intérieur de ça quelque chose qui est beaucoup plus rond, qui est le mode managérial, qui est très collaboratif. Donc, certains perçoivent finalement le lean comme quelque chose de rigoureux, avec beaucoup de méthodes, où tout est calculé, tout est extrêmement précis. Et puis d'autres, quand ils parlent du lean, ils voient le côté plus managérial, le côté empathie, on est à l'écoute, on fait travailler chacun. Et si on essaye de mettre un petit peu tout ça en perspective, finalement, c'est à la fois carré et rond. Notre méthode Lean, c'est quelque chose qui ressemble plus globalement à un cylindre, donc il y a du volume, et l'un et l'autre vont bien ensemble. Alors, je vous propose à présent de passer sur notre deuxième moment de notre webinaire, c'est l'application du Lean dans une entreprise de la construction. Donc, on va reprendre notre maison du Lean, et puis si on veut faire du Lean dans une entreprise de la construction, donc c'est agir sur un des segments, ça peut être sur les bonnes pratiques, hein, le socle de notre organisation, ça peut être travailler sur le juste à temps ou travailler sur la qualité. Alors, quelques exemples pour être un petit peu pratique et concret dans ce qu'on vous dit aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut être de travailler sur les bonnes pratiques? Ça peut être déjà de définir qui fait quoi. Je vais citer Romuald Cassaigne, un entrepreneur à Saint-Brieuc, qui dit « Depuis qu'on a pris le temps de se dire qui faisait quoi, ça fonctionne déjà beaucoup mieux. » Alors, comment on s'y prend? Ça peut être déjà de cartographier un processus. On peut le faire très simplement avec un tableau, des post-it, on dit qui fait quoi. Rien que le fait de le faire ensemble, on identifie des fois des points de blocage ou des points de doute et on simplifie ou en tout cas on formalise la façon de fonctionner. Ça, c'est bien, mais il ne faut pas que ça en reste là parce que sinon, effectivement, il y a peu de chances que ça vive bien. Il faut ensuite que ces processus ils soient affichés, ils soient partagés. Ça peut être des règles de fonctionnement. En tout cas, il faut que ce soit vivant, que ce soit visible et que ce ne soit pas juste dans un classeur ou dans un fichier ou un document de travail. Et puis, pour que ça vive réellement au quotidien, il faut aussi intégrer le qui fait quoi dans des rituels réguliers qui permettent à chacun de savoir quelle est sa tâche et comment, quand est-ce qu'il doit la faire. Donc, c'est faire vivre le processus au quotidien, que tous les acteurs connaissent leur rôle,
Par contre, qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui pour faire le rôle, qu'est-ce qu'il doit faire demain ou la semaine suivante, pour que ce soit plus clair et que tout le monde puisse bien se synchroniser, il faut faire vivre ces processus dans des rituels réguliers. Un autre aspect de bonne pratique, c'est aussi l'organisation physique. On parle de rangement, et puis, mais ce n'est pas seulement ranger, mais c'est aussi savoir garder rangés les espaces. On appelle ça des fois la démarche 5S dans les entreprises. Ces 5 mots japonais. Les 3 premiers correspondent plutôt au fait de ranger les choses et de nettoyer, de définir une place pour chaque chose. Les 2 derniers S parlent plutôt de savoir garder, ranger un espace. Là, je suis cité Fabrice Ernouf, un entrepreneur de menuiserie dans le Cotentin. Depuis qu'on a fait ça, on a du gain de temps, du gain de place, on a des espaces qui sont mieux répartis, qui sont bien définis, et puis l'ambiance est aussi beaucoup plus zen. Donc effectivement, on a dans cette entreprise une rigueur dans le fait de maintenir rangés systématiquement tous les espaces, que ce soit les outils, le matériel, les plans de travail qui sont toujours propres à chaque fin de poste. Dans le magasin, on va retrouver aussi des espaces qui sont parfaitement rangés avec de la quincaillerie où chaque chose a sa place. On a une petite étiquette, on a des plaques de verre dans les niveaux des boîtes pour bien voir ce qu'il y a dedans, pour voir rapidement l'état du stock et pouvoir recommander éventuellement ce qui manque, parce que ça apparaît immédiatement. Un autre exemple, ça peut être aussi dans les véhicules, les camions. Ici, on présente le cas de la société Raval-Ouest, où Bruno Gaudu nous dit « Chez nous, tous les camions sont rangés de la même façon ». Effectivement, il a une dizaine de camions pour faire du ravalement, et on va retrouver dans tous les camions le même matériel, et le même matériel va toujours être rangé de la même façon. Donc le matin, chacun peut prendre un camion éventuellement différent si c'est nécessaire, et va retrouver toujours son même matériel. Les bonnes pratiques, ça peut être aussi des méthodes sur les chantiers. Un petit exemple ici, chez Lucas Construction, où Nicolas, chef de chantier, s'est rendu compte que systématiquement, on avait toujours les mêmes réservations à mettre dans les planchers. Et pourtant, tous les jours, ces équipes allaient chercher le matériel pour couper, préparer en fonction des plans. Finalement, ça faisait à chaque fois 2 ou 3 allers-retours pour fabriquer tous les jours les mêmes réservations. Plutôt que de faire ça, il a standardisé sa méthode, standardisée dans l'entreprise. On a des caisses de réservation qui sont réapprovisionnées systématiquement dès qu'il y a une consommation importante et on arrive proche de la rupture de stock. Vous voyez, donc ça peut être aussi des méthodes chantier, des choses simples, mais qui permettent de pouvoir gagner du temps et de l'efficacité dans ce qu'on fait. Alors, des petits exemples aussi sur le pilier du juste à temps. Classiquement, on a dans le secteur de la construction, on va dire au moins 3 niveaux de planification. Le premier, c'est la notion de planning de charge. L'objectif d'un planning de charge, c'est d'adapter les engagements à la capacité de l'entreprise. C'est de ne pas forcément, je dirais, tout prendre et on verra bien comment ça se passe après. On a souvent cette philosophie qui généralise et après on se plaint qu'on a du travail partout et que ça nous amène à être dans une attitude de pompier et de démobiliser les équipes en permanence. Donc, première réflexion, c'est déjà effectivement de pouvoir anticiper la charge et pouvoir adapter les ressources ou éventuellement dire non si on n'a pas la capacité de répondre correctement. Deuxième outil de planification que je pense qui est essentiel, c'est la planification où le déroulement de toute la phase de préparation, parce qu'entre la commande et la réalisation, on a tout un tas de tâches préalables qui suivent un processus, qui peuvent être des relevés de cotes, qui peuvent être l'exécution de plans, qui peuvent être les validations de certains choix, des validations auprès du bureau de contrôle, toutes les commandes de matière. C'est beaucoup de tâches qui peuvent paraître assez compliquées parce qu'on a tous dans le secteur de la construction beaucoup de tâches superposées à faire vivre en même temps. Donc ça nécessite d'avoir des outils qui permettent de les planifier et de dérouler notre processus de manière assez simple, mais de faire chaque chose au bon moment. Et puis le troisième type, on va dire classique, on va dire de type planification, c'est le planning effectif. Généralement, toutes les entreprises ont ça.
souhaite que la bonne idée, c'est au moins de faire ça 2 semaines, voire 3 semaines. Et là, on commence à réfléchir vraiment sur l'optimisation des ressources, mais surtout, il faut que ce soit agile et qu'on puisse le modifier facilement. Donc, on utilise plutôt des outils qu'on va pouvoir bouger, réadapter, on va dire, en fonction de ce qui se passe et pouvoir impliquer évidemment tous ceux qui sont sur les chantiers ou dans l'atelier sur les tâches qui sont à faire le jour même, ou le lendemain ou le surlendemain. Si on regarde un petit peu du côté de la juste qualité, qu'est-ce que ça peut être de mettre en œuvre une démarche qualité dans l'entreprise? C'est évidemment s'appuyer sur les bonnes pratiques, mais pour les faire vivre au quotidien, ça va être de les transférer, ces bonnes pratiques, en checklist, en phase d'instruction. Ça peut être aussi d'intégrer des sessions d'entraînement, de vérifier que tout le monde maîtrise bien la qualité, peut-être de former les personnes, de penser notamment au tutorat. Vous avez toujours des personnes qui maîtrisent certains aspects techniques et qualitatifs du travail. Le rôle, c'est aussi de faire monter en compétences ceux qui sont peut-être à un niveau un peu moins élevé pour s'assurer que tout le monde travaille bien au niveau de la qualité attendue, que ce soit pour le client ou selon les standards de l'entreprise. Faire de la qualité, c'est aussi rendre les problèmes visibles. Donc, c'est donner du temps au débriefing, remonter d'expérience, voir aussi savoir ce qu'attend le client, puisque aussi la qualité, c'est répondre aux attentes du client. Donc, c'est lui poser un certain nombre de questions et donc avoir quelques outils, indicateurs qui nous permettent de pouvoir mesurer cette démarche de qualité et les points d'amélioration qui sont à mettre en œuvre. Afficher ces remontées d'expérience, formalisez-les. Vous avez là, sur la photo un petit exemple d'une entreprise de menuiserie qui a 10-15 personnes, mais qui fait systématiquement un point d'embauche tous les lundis matins pour faire ce retour. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Qu'est-ce qu'on a appris? Où est-ce qu'on en est par rapport aux actions qu'on a engagées? Voilà, c'est quelque chose qui se fait de manière simple, fluide, qui ne demande pas beaucoup de temps et qui permet de pouvoir intégrer la démarche d'amélioration dans l'entreprise. Donc, ensuite, évidemment, c'est résoudre les problèmes. Donc, par rapport à ce plan d'action, c'est donner un peu de temps pour améliorer et structurer ces actions qui sont nécessaires et les ancrer, évidemment, dans l'entreprise. Voilà, je vais proposer à Alain Baudet d'apporter son témoignage d'entrepreneur sur cette démarche du Lean dans son entreprise. Merci Thibaut, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Alain Baudet, je suis le co-créateur et le dirigeant de VFE. Et VFE intervient, nous sommes installés tout d'abord à Dampierre-sur-Yon en Vendée, sur le côté nord de La Roche-sur-Yon. Et VFE s'est déployé sur 2 grands segments. Le premier segment, ce sont les infrastructures de réseau d'énergie. Nous sommes donc sur la distribution de réseau sur les zones aménagées, les lotissements, les rues, les villes, pour les syndicats d'énergie, entre autres, ou les concessionnaires de réseau. Et puis ensuite, deuxième dimension, c'est le bâtiment, cette fois en génie électrique et en génie thermique, ayant embarqué en cours de chemin les nouvelles énergies, entre autres le solaire photovoltaïque. Et nous sommes 130 salariés. L'entreprise a été créée en 2007. Voilà. Alors, effectivement, Thibaut, quand tu parles de juste à temps, de juste qualité ou de bonne pratique, c'est quelque chose qui fait partie du fonctionnement normal de l'entreprise. Pendant un certain nombre d'années, on considérait que tout ça, ça fonctionnait plutôt assez normalement avec nos expériences métiers. Mais rapidement, chez VFE, on s'est rendu compte qu'il fallait le structurer. Et dès 2007, ou plutôt dès 2009, 2 ans après notre démarrage, on a embauché un QSE pour structurer l'entreprise en se disant, reprenons les bonnes pratiques de nos expériences antérieures, dans nos vies antérieures, après avoir fait une vingtaine d'années dans une grande entreprise de 1000 salariés intégrée dans un major. Donc, un certain nombre d'expériences qu'on a mis à profit et on s'est dit tout de suite, on s'oriente vers la certification ISO, mais sans être certifié, mais en étant certifiable, c'est-à-dire tout pour un jour être certifié ISO, sachant qu'on n'avait pas de nécessité dans un premier temps. Et puis on s'est rendu compte au fil des années que tout ça, ça fonctionnait plutôt bien. On a tout simplement écrit ce qu'on devait faire, essayé de faire ce qu'on avait écrit, mais tout en optimisant nos écrits qui sont conséquents au début parce qu'il faut tout lancer.
Et ces écrits, qui sont bien sûr numériques, se réduisent pour qu'au fur et à mesure des expériences, le système documentaire soit le plus simple et le plus pertinent possible. Cette démarche, naturellement, nous a permis au fur et à mesure de notre développement, 130 personnes en bientôt 14 ans, donc ça, on est allé relativement vite. C'était aussi donc nous permettre d'intégrer chaque nouveau collaborateur dans un système écrit pour que les quelques heures qui suivent ou les quelques jours qui suivent son entrée dans l'entreprise, quel que soit son poste, eh bien, il puisse avoir un schéma directeur, un certain nombre de choses à faire, écrites, décrites, en s'appuyant sur ces documents. Et puis, le métier nous a obligés de passer à la certification 9001, 14001 sur les métiers du solaire. Les métiers du solaire nous ont exigé sur les dernières centrales d'être 9001, 14001. Donc, on est allé à la certification. Et le travail qu'on avait fait en amont nous a permis d'être certifiés rapidement. En fait. En quelques mois, on a été certifiés 9001 la première année et 14001 l'année suivante. Et on n'a pas pris ça comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité toujours. Hein. On a souvent, on pense que l'ISO, c'est un peu rigide, mais bien au contraire, ça a beaucoup évolué d'ailleurs. Et l'accompagnement de l'auditeur avec Veritas nous a permis de mettre en place, de certifier l'entreprise tout d'abord, mais dans une démarche vraiment constructive, en nous laissant du temps pour nous améliorer, en nous félicitant sans non-conformité d'une part, parce qu'il n'y en avait pas bien sûr, mais aussi en mettant en avant les points forts. Donc on a réellement pris ça comme une opportunité. Et cet examen d'audit qui ressemble, on peut penser que c'est un examen, c'en est un réellement, mais dans les faits, mais pas dans la forme, parce qu'il y a vraiment une démarche constructive en passant plusieurs jours avec l'auditeur pour aller vers quelque chose qui va évoluer et nous faire évoluer. Bien sûr, tout ça nous a donc permis de faire du Lean. J'arrive donc au Lean. Nous, c'est notre manière de nous être mis dans la démarche Lean, en reprenant toutes les bonnes pratiques que Thibaut nous a décrites, mais en les structurant, parce que c'est vrai que la démarche Lean, c'est bien de s'y positionner, mais il faut la faire vivre. Et en interne, on peut être animé par un cabinet, un coach, un intervenant extérieur comme Thibaut, mais Thibaut, il ne passe pas sa vie dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut s'approprier des processus sur le Lean, mais il faut les faire vivre, il faut le rendre durable, tout ça. Et réellement, la démarche ISO, avec cet examen ou cette démarche, cette rencontre tous les ans, eh bien, nous force à rester dans notre démarche structurante quand le Lean est appliqué quasiment dans tous les métiers de l'entreprise. Sachant que dans une entreprise comme la nôtre, il y a environ une vingtaine de métiers entre les postes techniques et les postes administratifs. Donc, tout ça vit plutôt bien. Le Lean est en place, il y a beaucoup de faits, mais il reste forcément beaucoup à faire parce que ça s'applique au quotidien. Et notre difficulté, c'est que sur les chantiers, on peut être organisé tel que nous, on est avancé, mais au milieu d'autres entreprises qui ne le sont pas forcément, parce qu'elles n'ont pas eu forcément ces opportunités ou cette volonté. Et donc, parfois, nos volontés de perfection, d'amélioration sont un peu perdent de leur intensité au milieu des autres entreprises dans une organisation différente. Donc, on travaille beaucoup sur ce sujet pour que demain, on essaye d'embarquer avec nous, hein, ce n'est pas prétentieux, mais qu'on essaye d'emmener les autres avec nous, autant qu'on le peut, dans un système apprenant pour que les chantiers évoluent d'une manière générale. Ce sont des démarches qu'on a menées avec Alain Duré, qui s'exprimera tout à l'heure, ensemble, en tant que lui, maître d'ouvrage, et nous, entreprise, en collaborant ensemble, on essaye de faire évoluer la filière modestement, mais la volonté est là. Bien sûr, tout ça, ça vient avec des retours d'expérience qu'on appelle nous les REX. À chaque fin de grands chantiers ou de chantiers significatifs, en tout cas où il y a du grain à moudre, eh bien, on fait venir le chef d'équipe avec ses collaborateurs s'il le faut, le conducteur de travaux, l'équipe bureau. Et là, on va se mettre autour d'une table et on va regarder ce qui n'a pas fonctionné. Et on va mettre en place une démarche. Mais on va regarder surtout aussi ce qui a été bon, ce qui fait que le chantier s'est bien passé, la qualité est là. Et nos collaborateurs ont bien vécu le chantier, c'est important, parce que les chantiers sont relativement contraints, malgré tout, de plus en plus complexes. Et Thibaut nous le montrera tout à l'heure avec ses courbes. Et on a besoin de soigner nos hommes, c'est capital. Sans nos hommes, il n'y a plus d'entreprise. Et aujourd'hui, nos hommes prennent cher, je trouve. Enfin, je me permets de le dire comme ça. Et on a besoin de les suivre de près pour qu'ils puissent résister. Malheureusement, dans nos métiers, il y a quelques années, les personnes partaient à 60 ans un peu usées, mais ils tenaient. Mais aujourd'hui, des 40, 45 ans, certains nous disent le métier est devenu complexe ou difficile, en tout cas, je parle des équipes de terrain, et ont envie de changer de métier. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus pour l'avenir de notre métier, de notre filière, et attirer les jeunes. Des indicateurs, bien évidemment, et puis des rituels, des rencontres périodiques.
on fait des quarts d'heure sécurité, bien sûr, comme beaucoup le font certainement, mais ces quarts d'heure sécurité se sont transformés en quarts d'heure d'échange sur les bonnes pratiques. On peut parler de la crise sanitaire et des actions sanitaires, mais on peut aussi parler du bien-être, du système ISO. On peut parler d'un certain nombre de choses, des petits quarts d'heure sur le chantier, au milieu de chantier, donc au milieu des équipes, pour bien sentir ce qui se passe. Bien sûr, on fait la même chose au bureau, avec notre bureau d'études, ayant intégré un bureau d'études et des compétences d'études. Tout ça se passe partout dans l'entreprise, mais c'est forcément plus facile à faire dans l'espace bureau que dans l'espace chantier, donc il faut avoir cette envie d'aller sur le chantier. Tout ça, ça fonctionne avec des espaces de liberté, bien sûr. Pour aller aussi vite que nous sommes allés, il a fallu faire confiance aux collaborateurs, les mettre en responsabilité, et bien sûr, avec cette confiance et une grande part d'initiative, et avec le droit à l'erreur. Sans initiative, sans libérer les initiatives, ou en tout cas en libérant les initiatives, on peut aller vers des dysfonctionnements ou des erreurs, mais on a su bien sûr les intégrer, les respecter, faire en sorte d'éviter de reproduire les erreurs, mais il faut laisser place à la liberté. Comme ça, le collaborateur voit qu'il a confiance, qu'il peut aller chercher plus loin et se développer. Il sait que la direction ne fera que le soutenir et non pas le réprimander. Et puis, dans une entreprise comme la nôtre, la prise de décision elle est très rapide. Le chef d'entreprise il est accessible en permanence. Mon bureau est toujours ouvert, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt courant. Mais en tout cas, j'ai demandé à mes collaborateurs de m'emmener des décisions à prendre avec quelque chose d'abouti. Et si c'est abouti, il n'y a pas de raison que je la refuse, sauf cas peut-être exceptionnel. Donc la décision va vite et on avance. Voilà Thibaut, je te rends la parole. Avant que Thibaut nous prenne la parole, je me permets je ne pourrai pas stocker toutes les questions jusqu'à la fin, donc de faire un intermède question. D'abord, puisque vous venez de prendre la parole, Monsieur Baudet, j'ai une entreprise qui me dit, moi j'ai 7 salariés, vous avez parlé d'ISO, d'embauche d'un QSE, etc. Est-ce que la démarche Lean peut m'intéresser, moi qui est une toute petite entreprise? Alors, je vais répondre oui, bien sûr, je vais vous répondre oui, parce que tout d'abord, avant d'être aussi nombreux, on a été 2. On a créé à 2, on a été 5, on a été 7, on a été 10, avant d'être 130 aujourd'hui. Mais dès les premiers instants, alors de par nos expériences certainement, on a mis en place cette démarche, mais on n'avait pas besoin, le QSE n'est pas arrivé tout de suite. Mais si déjà, vous, chef d'entreprise, vous avez cette volonté-là, si vous y voyez un intérêt et que pour vous, c'est évident et pertinent, vos premières démarches, vous pouvez tout de suite les appeler Lean et vous exprimer sur le fait que l'ISO vous concerne, enfin vous y pensez, même si vous ne l'êtes pas. En fait, c'est l'esprit qui va compter. À chaque fois qu'on va s'impliquer dans une démarche autour de Lean, de l'ISO et tout ce qui va nous structurer, même si on ne l'est pas, le fait d'en parler va créer une dynamique et chacun va s'y retrouver. Alors, il faut détailler, bien sûr, certains sont loin de ces principes-là, mais en fait, c'est permanent, c'est comme la sécurité. Vous savez, sur les chantiers, si on ne rappelle pas en permanence le port des épais, etc., eh bien, on oublie les gestes. Et bien là, c'est pareil, il faut tous les jours parler de notre envie de nous structurer. Donc oui, c'est accessible pour une entreprise de 7 personnes, de 5, de 10, 20 ou plus. Une autre question pour vous, sans être très long, mais j'ai un autre auditeur qui me demande qu'est-ce qui a créé le déclic chez les salariés pour adhérer à la démarche? Eh bien, c'est de les faire participer à la démarche. C'est-à-dire qu'on a fait des groupes de travail à tous les niveaux, en fait. On est allé chercher le savoir, il est partout dans l'entreprise, mais il faut juste donner le moyen à chacun de s'exprimer. Donc, on est allé chercher les équipes pour qu'elles nous disent ce qu'il fallait faire. Les équipes et toutes les personnes. Mais je parle beaucoup des équipes parce que ce sont les plus loin du système. Elles sont sur le terrain, il faut les chercher. Donc, il faut aller partout. Et en mettant en évidence les avantages. C'est-à-dire qu'on va réduire tout ce qu'a évoqué Thibaut, les pas perdus, les temps perdus, de recommencer l'ouvrage. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui parle, en fait. Quand on va sur un chantier et qu'on demande à un collaborateur de refaire son travail, c'est terrible pour lui. Il a essayé de bien faire, il a essayé de faire dans les séquences qu'on lui a données, il va falloir refaire. Donc, à chaque fois qu'il va prendre conscience, qu'il prend conscience qu'on va faire mieux demain et qu'il va se retrouver mieux dans son rôle, eh bien, ça devient, on crée l'adhésion. Merci, Monsieur Baudet. Je vais poser une question à Thibaut, ça lui permettra de reprendre la main pour la suite de la conférence. Vous avez cité en 4e principe, améliorer en capitalisant les bonnes pratiques. Alors là, j'ai un autre dirigeant qui me dit, le problème en entreprise, c'est la disponibilité, le temps.
comment faire, nous, petite entreprise, c'est encore une petite entreprise, un peu plus importante, mais pour effectuer cette capitalisation. Alors oui, effectivement, la capitalisation prend toujours du temps. Mais là, je vais aussi répondre, dire qu'il n'y a pas d'amélioration, on va dire, si on ne prend pas ce temps-là. Effectivement, il faut intégrer ce temps, on va dire, qui structure l'entreprise. Et je pense que plus on le fait tôt, effectivement, plus c'est facile, parce qu'attendre longtemps et dire on est une petite entreprise et puis on attend qu'on soit plus gros pour prendre quelqu'un pour le faire, c'est pas un bon calcul. Alors je comprends bien qu'effectivement on est toujours un peu dans la volonté de produire et puis de facturer. Néanmoins, les retours sur investissement sont quand même très rapides. Alors je vais juste en profiter justement pour répondre avec la slide suivante, puisque les retours qu'on a sur les entreprises qu'on peut accompagner sur ce type de démarche ou qui lancent des démarches, c'est que 95% d'entre elles voient qu'une démarche en ligne a apporté un gain en performance. Et quand on parle de ça, on parle d'entreprises des fois qui ont une dizaine, 7, 8, 10, 15, 20 salariés, pas forcément des grandes entreprises, et que le temps qu'on investit dans l'amélioration, dans la capitalisation aussi, c'est mesuré comme étant 5 heures, on va dire, de gain sur la performance annuelle. Alors oui, des fois, il faut prendre cette heure-là, se dire je m'arrête un peu de produire. Et c'est vraiment une des bases du Lean, c'est de se dire si je ne capitalise pas, je n'arriverai pas à m'améliorer. Alors c'est un choix, hein, c'est un choix stratégique, mais voilà, en même temps, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est extrêmement payant. Après, une capitalisation, c'est pas forcément faire des choses extrêmement, on va dire, bien écrites, formalisées. C'est pas forcément faire un grand manuel qualité. C'est surtout pas ça. C'est surtout faire vivre des marches, on va dire, d'amélioration, poser les choses, capitaliser par une méthode qu'on va écrire, par peut-être une fiche, par peut-être un outil qu'on va améliorer et qui va surtout être utilisé par tout le monde. L'objectif de la capitalisation, c'est faire en sorte que tout le monde puisse appliquer les mêmes méthodes pour pouvoir les améliorer. Voilà, donc ça, je dirais, c'est un point important. Voilà, donc intégrer effectivement ce temps-là pour pouvoir améliorer les choses. Ensuite, vous avez quand même aussi un certain nombre de ressources qu'il peut y avoir. Comment faire ça? Effectivement, il y a la Fédération française du bâtiment, il y a des programmes d'accompagnement qui peuvent permettre de pouvoir avancer plus vite sur ces démarches et pouvoir lancer une démarche Lean sans avoir forcément les bons outils, les bonnes connaissances ou les bonnes personnes pour le faire. Donc, il y a aussi des démarches qui permettent d'être aidés sur le sujet. Je vous laisse poursuivre alors, Thibaut, pour l'instant. Très bien, merci. Donc, ça nous permet de clôturer cette première partie du Lean appliqué au secteur de la construction. Je vous propose à présent de parler de chantier. Et là, on va venir faire un petit constat sur ce qu'est le secteur de la construction. Et puis, on va se poser la question, mais qu'est-ce qui est différent sur un chantier qu'on va appeler Lean? Alors, on va donc commencer par faire cette petite photo de l'état de la construction avec ces méthodes traditionnelles. Effectivement, on a beaucoup de gaspillage. Ces gaspillages, on peut les citer, ce sont les temps d'attente, ce sont des déplacements qui peuvent être inutiles, des non-qualités qui nous obligent à reprendre le travail. Alain nous en a parlé tout à l'heure comme étant aussi quelque chose qui est très démotivant pour les entreprises et les salariés. Les surstocks, le fait de ne pas être en juste à temps et d'amener beaucoup de matière en même temps et finalement d'encombrer le chantier, de devoir gérer ça derrière. Et puis tout un tas de problématiques de délai qui sont importantes. Alors, on a une petite photo aussi d'un chantier en 1964 et on voit qu'on n'a pas forcément été que dans le bon sens dans le secteur de la construction. On peut se poser un peu des questions pourquoi. En tout cas, aujourd'hui, on peut mesurer qu'il y a environ 30% de temps qui est gaspillé sur les chantiers. Et on a 77% des chantiers qui sont livrés en retard. Ça, ce sont des résultats d'études d'universitaires sur lesquels on peut se reposer. Une autre courbe qui n'est pas forcément très agréable à voir, c'est celle de l'évolution du secteur de la construction, qui compare l'état entre 1995 et 2011, de la productivité entre deux secteurs qu'on peut quand même comparer. Les deux produisent des choses, celui de l'industrie et celui de la construction. Et finalement, ils ne sont pas si différents que ça en termes d'automatisation ou de méthode. Par contre, il y a une grande différence structurelle entre les deux cultures.
on voit qu'effectivement, l'évolution montre que la construction ne s'est pas améliorée en termes de productivité, elle s'est même voire légèrement dégradée, alors que celle de l'industrie s'est bien améliorée et que l'écart sur cette période-là est de 1,7, c'est-à-dire que l'industrie a quasiment doublé sa productivité par rapport à la construction sur cette période entre 1995 et 2011. Alors, si on parle de chantier ligne, qu'est-ce qui va être différent qu'un chantier traditionnel? Alors, on peut le distinguer déjà par la phase de préparation qui va être beaucoup plus collaborative. Déjà, au niveau du planning, on va faire le planning qui va être réalisé, il va être fait par ceux qui font le travail. Et donc ça va permettre aussi de régler tout un tas d'interfaces. C'est-à-dire qu'en faisant le planning, ensemble, on va rentrer dans des séquences de montage et on va voir l'électricien qui va parler au plaquiste, le plaquiste avec le menuisier avec le peintre, sur la façon dont ils vont enchaîner les différentes tâches. Pour faire cette préparation collaborative, on va avoir aussi besoin d'espaces collaboratifs. Donc, vous allez retrouver souvent sur les chantiers de ligne un espace qui est dédié à la fois pour l'encadrement et pour les gens de chantier, sur lequel on peut venir travailler, sur lequel on a un certain nombre de visuels, sur lequel on a des indicateurs, des choses sur ce qu'on devrait faire, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on va devoir faire, et des indicateurs sur ce qui a été fait. Une autre caractéristique sur un chantier de ligne, c'est le travail de la fluidité des interventions. On voit notamment que quand on a beaucoup d'intervenants au même endroit, eh ben, on a des problèmes de désynchronisation. Quand on a beaucoup de voitures sur une autoroute, eh ben, on voit qu'on a souvent des problèmes de phénomène d'accordéon. On vient freiner, on vient accélérer, on ne sait pas très bien pourquoi, il n'y a pas d'accident, et pourtant, tout d'un coup, on sait qu'on a été quasiment à l'arrêt, et puis tout d'un coup, on accélère, et puis ça repart pour être refreiné après. Et ben, on a la même problématique sur les chantiers. Dès qu'il y a beaucoup de monde, on va avoir des cadences différentes, et donc on va essayer d'organiser la réalisation des tâches en travaillant sur la première chose, sur du micro-zoning, c'est-à-dire qu'on va travailler par petites zones, où on va essayer d'avoir qu'une seule entreprise à la fois. Et cette entreprise, après, elle va passer sur la zone suivante, et on va donc, pour que ça fonctionne, travailler sur la cadence de production pour réussir à créer cette fluidité permanente. Et donc, pour cela, ça veut dire qu'il va falloir considérer qu'il va falloir peut-être aller doucement pour aller vite, c'est-à-dire pouvoir se caler sur une cadence commune, et donc, là où c'est possible, d'assurer que chacun aille à une certaine vitesse. Donc, même chose que pour une autoroute, dès qu'il y a beaucoup de monde, on ralentit, finalement c'est beaucoup plus fluide et on arrive plus vite à destination. Et bien, c'est la même chose sur un chantier. Et finalement, on peut essayer de représenter un chantier ligne comme une sorte de chaîne de production continue, plutôt qu'effectivement ce soit les maisons qui soient sur un tapis roulant, et bien, ce sont les hommes qui se déplacent de zone en zone, mais qui avancent à peu près à la même vitesse. Une autre caractéristique des chantiers lignes, ce sont des chantiers qui sont propres et rangés. On va avoir des plans de stockage qui vont être organisés de manière dynamique. Alors, juste un plan qui est figé une fois pour toutes, qui correspond à peu près au début de chantier, parce qu'évidemment, un chantier, ça évolue en permanence. Quand même, par rapport effectivement à une usine de production, les choses sont quand même un peu plus stables en termes d'organisation. Là, on construit notre bâtiment et on bouge la matière, les allées de circulation changent, les zones de travail changent, les zones de stockage changent. Donc, il va falloir en permanence adapter ces trois types d'espaces: stockage, circulation, rangement, travail sur un plan dynamique. Donc, il va falloir après appliquer, on va dire, ces règles de rangement sur le chantier. Il va falloir qu'elles soient visuelles, qu'elles soient partagées pour qu'elles puissent être appliquées. Donc, ça va être du marquage au sol, ça va être un certain nombre d'éléments visuels qui vont permettre à tout le monde de pouvoir appliquer ces règles de fonctionnement commun. Une autre caractéristique des chantiers lignes, c'est l'état d'esprit. On a un état d'esprit qui est collectif. On peut considérer ça déjà comme une sorte d'orchestre où tout le monde essaye de travailler, on va dire, sur une partition commune pour éviter la cacophonie et le travail dans le désordre. Alors, pendant les réunions de chantier, on va faire en sorte que tout le monde s'écoute et on va essayer de se synchroniser par rapport à un tempo qui va être donné par un chef d'orchestre qui est notre OPC Line. Mais un chantier, ce n'est pas toujours une partition, hein, c'est des fois un peu plus d'aléas. Il va falloir trouver des solutions, s'améliorer. Et donc, l'idée n'est pas de se rejeter la responsabilité, mais plutôt de trouver des solutions vis-à-vis d'un problème technique, de coûts, de délai. Là aussi, le rôle du pilotage est essentiel. Hein, c'est un peu comme un coach de sport là, qui va chercher à créer un climat d'entraide et une
esprit collectif. Voilà, donc dans tout ce qu'on a vu, on perçoit le Lean à la fois comme une démarche de rigueur, la planification en flux, un chantier rangé, des rituels d'organisation. Mais là encore, vous voyez aussi qu'on va faire appel à l'intelligence collective, et même si ce n'est pas spécifique, on va dire, au chantier Lean, hein, on ne peut pas faire un chantier Lean sans cette posture, on va dire, de management d'équipe. Voilà, je vais laisser la parole à Alain Duret qui va pouvoir témoigner en tant que maître d'ouvrage sur les constats et puis sur sa vision des chantiers Lean. Bonsoir à tous, donc Alain Duret. Le cœur de notre métier, nous, c'est la promotion immobilière verticale, hein, on ne fait pas de maison individuelle. Et puis, justement, pour améliorer nos chantiers, on a développé depuis pas mal d'années tous les métiers qui sont connexes au chantier, entre autres la maîtrise d'œuvre. Mais n'empêche que malheureusement, je ne peux que confirmer le constat négatif que Thibaut a fait d'un chantier classique, hein. On a connu ça à une époque. Beaucoup de gaspillage et puis une ambiance souvent détestable. Et même si aujourd'hui, pour nous, la mission Lean, c'est une mission supplémentaire, hein, puisque sur un tel chantier, on est obligé d'avoir quelqu'un qui manage, on peut appeler ça un Lean manager. Mais on a tellement à y gagner que finalement, je ne vais pas dire que cette mission est dérisoire, mais en termes de coût, mais c'est une mission qui est très, très importante. Parce qu'en fait, nous, maîtres d'ouvrage, ce qu'on a besoin, c'est déjà que des entreprises répondent à nos appels d'offres, et puis elles y répondent dans de bonnes conditions. Alors, quand on dit de bonnes conditions, c'est le bon prix, mais sans pour autant sacrifier leur marge, et puis la qualité des prestations. Et le Lean est un élément qui fait qu'aujourd'hui, on a des gens qui préfèrent répondre à nos chantiers plutôt que d'aller répondre à d'autres chantiers. Et ça, par les temps qui courent, c'est quand même un élément très, très important. Parce que on a vu à une époque des chantiers qui ressemblaient plus à la cour des miracles ou à la jungle, plutôt qu'un chantier où tout le monde se parle et tout le monde échange. Donc en clair, nous, l'objectif, c'est simple, hein, on veut conserver les entreprises, qu'elles nous répondent dans des bonnes conditions, hein. Et forcément, quand le chantier se déroule bien, les conditions de travail des hommes et des femmes qui travaillent sur nos chantiers sont respectées. Donc, tout le monde prend du plaisir à travailler. Et puis, en dehors de ça, forcément, beaucoup moins d'aléas, beaucoup moins d'imprévus, des chantiers plus propres. Et puis, comme depuis quelques années, on a également enclenché une démarche de retraitement des déchets de construction, mais sur le chantier pour limiter les enfouissements des déchets. Eh bien, c'est une motivation supplémentaire, ça donne un sens supplémentaire et c'est un complément qui favorise les échanges entre les équipes, entre les entreprises. Tout à l'heure, on parlait de cloisonnement, on décloisonne énormément quand on a cette démarche. Et puis forcément, l'image de l'entreprise, de notre entreprise, mais aussi l'image du projet en lui-même, forcément, elle est bien meilleure. Et puis, à l'arrivée, la qualité, puisqu'on a beaucoup moins de réserves, on a beaucoup moins de sinistres. Tout à l'heure, Alain Baudet parlait d'aller-retour pour faire le même travail. Ça, on arrive à le limiter. Plus on est performant dans le Lean, plus on limite tous ces aléas. Et puis, on sait tous qu'un chantier qui respecte les délais, tout le monde gagne de l'argent, c'est-à-dire aussi bien les entreprises, ça veut dire qu'elles n'ont pas perdu de temps sur le chantier. Le maître d'ouvrage, lui, il livre dans les temps, donc il ne s'expose pas au recours des futurs acquéreurs à qui on annonçait des délais puis qui pourraient être dans certains cas pas respectés. Donc, on va dire qu'on a des chantiers qui sont beaucoup plus harmonieux. Voilà le constat qu'on peut faire aujourd'hui quand on engage une démarche Lean. Voilà. Thibaut, merci Alain. J'ai une question pour M. Duret. Et celle-là, ce n'est pas d'un auditeur, c'est la mienne. Vous faites une différence très très nette entre les chantiers du passé, je vais les appeler comme ça, et les chantiers Lean actuels. Est-ce que tous vos projets se font sous la forme de Lean ou vous cohabitez les deux formes de travail?
Alors, on est venu progressivement, nous aussi, au Lean, parce qu'on ne pouvait pas faire tous nos chantiers en ligne, parce que d'abord, on suivait pas, on maîtrisait pas tous nos chantiers. Mais aujourd'hui, c'est quasiment tous nos chantiers qui sont en ligne. Mais on y est allé progressivement aussi. Aujourd'hui, on a peut-être une trentaine d'opérations entre celles qui démarrent, celles qui sont en cours, celles qui sont en livraison. Donc, comme c'est un métier à très long terme, hein, c'est des fois des dossiers qui ont été engagés il y a 3 ans, 4 ans. Mais au fur et à mesure, et aujourd'hui, on missionne un lean manager parce que au début, on a fait du lean un peu en interne, mais on sent bien que compte tenu du nombre d'intervenants qu'on peut avoir sur nos chantiers, et y compris, on peut y ajouter aussi la maîtrise d'œuvre, hein, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, et puis à commencer par l'architecte, hein, eh bien, il nous faut quelqu'un. Ce n'est pas nous qui pouvons, nous maîtres d'ouvrage, qui pouvons nous initier dans la démarche Lean. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne ça en main. J'ai notre intervenant Olivier Lefebvre, intervenant à l'EJDB, qui vous fait demander, avez-vous des retours sur des gains de productivité entre les chantiers ancienne forme et les chantiers Lean? Alors ça, c'était ma deuxième intervention. Mais Ah bon, alors gardez-la pour tout à l'heure. Donc Olivier, on garde la réponse pour tout à l'heure. D'accord. On peut continuer, Thibault. Oui, je vais faire une petite dernière slide sur le sujet des chantiers Lean. On a à peu près, en termes de retour, d'indicateurs, on a à peu près 85% des chantiers Lean qui sont livrés à l'heure, contre 23% en méthode traditionnelle. Un point important aussi, c'est sur le nombre de réserves, qui montre aussi le niveau de qualité finale, qui est à peu près divisé par 2. Et puis ce qu'on note aussi, alors là c'est plus qualitatif, il n'y a pas forcément de mesures bien précises, mais il faudrait peut-être qu'on les mette en place. C'est la notion d'amélioration de l'ambiance sur les chantiers, qui note bien aussi que tout le monde est beaucoup plus, on va dire, heureux de travailler aussi sur ce type de chantier. Je vous propose maintenant qu'on a vu comment le Lean pouvait s'appliquer dans le secteur dans une entreprise de la construction et comment il peut s'appliquer aussi pendant la phase travaux sur chantier, on va voir maintenant comment on peut aussi voir comment on peut appliquer le Lean dans la phase de conception et notamment en y associant le BIM. Je reviens sur quelques éléments du rapport McKinsey qui est sorti en juin 2020 sur les évolutions du secteur du bâtiment. Et entre autres, ce rapport pointe la sous-performance induite par l'organisation du secteur. On parle bien par l'organisation même du secteur. Quelques constats, c'est déjà la notion de demande cyclique qu'il peut y avoir pour les entreprises sur les différents sujets qui font que des fois, ils travaillent sur un sujet, puis après, ils vont l'abandonner pendant un certain temps. Finalement, ça amène tout ça à avoir des approches qui sont assez court terme et qui sont peu propices à l'innovation. Le deuxième point, c'est qu'on désigne souvent quand même les entreprises au moins 10 ans. Tout ça, ça amène aussi des notions de sous-traitance en chaîne, avec une apparente compétitivité, mais finalement un manque de productivité réelle sur les chantiers. Et le troisième point, c'est que les objectifs sont peu partagés entre maître d'ouvrage et entreprise, que finalement, il y a souvent des risques qui sont transférés, on va dire, vers les entreprises. On essaye de bien blinder les contrats sur le sujet, qui amènent les entreprises plutôt à réclamer, à trouver des moyens de faire passer, on va dire, des plus-values, des avenants, plutôt que d'essayer d'améliorer le projet, finalement de le rendre plus constructif, plus intelligent dans sa phase de conception. Alors, le BIM et le Lean peuvent effectivement être un moyen de pouvoir travailler dès la phase de conception. On a une courbe qui nous dit tout simplement que plus on avance dans l'évolution d'un projet, plus la capacité d'influence que les différents acteurs ont va effectivement diminuer pour l'amener quasiment à zéro à la fin. Et puis évidemment, en parallèle, le coût des modifications, lui, est de plus en plus important. Au début, il est quasiment nul, et puis petit à petit, on commence à dessiner des choses, à concevoir, à faire des études d'exécution, et puis à réaliser et à finaliser le projet. Et finalement, on a une courbe d'apprentissage et d'implication des acteurs qui est quand même assez tardive dans l'évolution de ce projet, et
les compétences des entreprises arrivent à un moment où c'est commence à être très compliqué de faire des modifications, où finalement l'approche et la compréhension de ce qui doit être fait et puis la réflexion de comment on va le faire, eh ben, elle est faite quand même trop tardivement. Le modèle Lean va nous amener effectivement à essayer de travailler beaucoup plus en amont et de faire cette conception de manière collaborative et donc de travailler avec les maîtres d'œuvre, le maître d'ouvrage et les entreprises sous une forme d'entreprise élargie. Donc finalement, on retrouve notre maison du Lean et on va s'appuyer sur des bonnes pratiques. Quelles sont les solutions techniques qui sont pertinentes pour le client? Quelles sont les solutions aussi qui vont faciliter la logistique sur le chantier? On va retrouver des logiques de flux dans cette phase de conception. Comment bien planifier correctement tous les flux d'informations dans le bon ordre, avoir un processus étude qui va être cohérent. En termes de qualité, on va améliorer la qualité en fonction de ce que veut réellement le client. Quelle est la juste qualité? Évidemment, l'outil BIM va être indispensable pour réaliser une phase de conception de cette manière. Alors là, je vais redonner la parole à Alain Duret, qui va témoigner aussi de son expérience sur ces démarches de Lean et BIM pour concevoir plus intelligemment. Donc, nous, le BIM, on s'est lancé dans le BIM il y a environ 5 ans. Hein, pour la même raison qu'on a développé le Lean, c'est-à-dire qu'on considère que le BIM, c'est une façon aussi de mettre, pas d'imposer, on ne va pas dire imposer, mais presque de provoquer plus d'échanges, puisque c'est une maquette, la maquette BIM, c'est un processus. Donc, ça permet presque d'obliger toute l'équipe de construction à collaborer autour d'une maquette, à échanger, à se parler autour d'une maquette. Alors, on va dire que le BIM, c'est le processus et le Lean, c'est le côté humain. C'est le côté humain de la démarche. Et pour nous, c'est vraiment un complément. Un complément, le Lean et le BIM, c'est un complément pour travailler plus intelligemment, pour travailler d'une façon plus efficace et puis vraiment créer un système collaboratif. Puisqu'en fait, comme l'explique Thibaut depuis le début de cette présentation, le principe du Lean, c'est de se parler, c'est d'échanger, c'est d'apprendre à se connaître sur un chantier et puis de s'organiser en fonction, mais tout simplement en fonction d'échanges. Tout à l'heure, la question, c'était quels sont les retours d'expérience. Ben, nous, on a 2 retours d'expérience très précis, puisqu'il y a environ 5 ans également, dans une période très difficile, pour tout le monde, puisqu'il y avait peu de chantiers et les entreprises nous appelaient pour savoir si on avait des nouveaux chantiers. On a lancé une opération où on a associé les entreprises au capital de la structure de promotion. C'est-à-dire que nous, on avait gardé 60%, les entreprises à 40%, qui étaient répartis en fonction de leur marché. Et à cette époque-là, on avait été accompagné par un ingénieur de la FFB qui avait mis en place le mode Lean à sa façon, mais qui avait réuni les entreprises au début du chantier. Ben, sur ce chantier, qui était un collectif de 25 logements sur 4 niveaux, de mémoire, on avait gagné 2 mois de délai par rapport au délai habituel qu'on s'était fixé. Je crois que de 14 mois, on était passé à 12 mois. Donc déjà, on avait gagné 2 mois. Alors, autant vous dire que quand on gagne 2 mois, tout le monde avait gagné. Et puis, on avait gagné en qualité aussi, puisqu'il y avait eu très peu de reprises, puisque l'ingénieur de la FFB avait justement traité toutes les interfaces. C'est pour ça qu'on appelait, à cette époque-là, on avait appelé ça le BIM manuel. Et puis, deuxième expérience, vu nos compétences, on a été retenu il y a déjà 4 ans pour la construction d'un lycée de 1600 élèves. On a été retenu avec la mission BIM, la mission OPC, puis la mission AMO. Et bien, ce chantier, d'abord, il a respecté les délais, puisqu'en 2 ans, il va être livré là au mois de décembre. Il est en cours de livraison. Il est livré au mois de décembre 2020. Il a été construit en 2 ans. Le directeur du lycée est fier de dire à tout le monde que sur un chantier de 53 millions, il y a eu 1,2% de dépassement de budget. Autant vous dire que par rapport à certains marchés publics, c'est dérisoire. Et puis surtout les entreprises, globalement, il y a forcément eu, sur un gros chantier comme ça, il y a forcément eu des aléas. Mais globalement, le chantier s'est très, très bien passé. À part, je crois, une entreprise défaillante
mais sinon, tout s'est très bien passé. Aujourd'hui, nous, on conçoit nos projets en y associant le BIM et le Lean. Voilà. Merci Alain. Je vais passer la parole à Alain Baudet qui va pouvoir Juste témoigner. avant, je préfère intercaler maintenant, Thibault, une question parce qu'elle correspond. Notre collègue et ami partenaire du CESI, Lionel Poisson, nous demande si on constate des liens entre le Lean et le BIM. Donc, celui qui veut répondre. Ben, complètement, il y a un vrai lien. On va dire que le BIM, c'est le numérique, le Lean, c'est l'humain. Mais pour arriver, c'est pas. Le BIM, c'est l'outil, le Lean, c'est l'humain qui va emmener les entreprises. Puisque finalement, quand on veut emmener toutes les entreprises dans le BIM, on sait qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas le même niveau de maîtrise du BIM. Tout à l'heure, on parlait de petites entreprises. C'est vrai que quand on est sur des chantiers, allez, c'est pas péjoratif, mais on va dire que le peintre est moins concerné par le BIM que peut l'être le gros œuvre. C'est pas la même chose. Mais justement, l'avantage quand on associe le Lean au BIM, c'est-à-dire qu'on emmène tout le monde dans cette démarche BIM. Et puis aujourd'hui, on est capable de mettre le BIM à la portée de tout le monde, puisqu'on peut faire des extractions de maquettes, on peut faire des extractions de plans. On n'est pas non plus avec des œillères en imposant à tout le monde d'avoir chez lui un BIM manager. Et comme très souvent, c'est nous qui avons la maîtrise d'œuvre, la conduite de chantier de ces opérations, bien entendu, on accompagne les entreprises. On a fait venir, sur des récents chantiers, on a fait venir des formateurs. Plutôt que d'envoyer nos gens à Paris se faire former, on a fait venir des formateurs qui ont formé en présence d'une douzaine de collaborateurs, et aussi bien du gros œuvre que des lots secondaires. Eh bien, ça nous a coûté beaucoup moins cher que d'envoyer nos gens à Paris. Et tout le monde est parti avec la même information et sur un projet bien précis qui était notre projet. Si, excellent témoignage. Tu peux reprendre, Thibault. Oui, je voulais donner aussi à nouveau la parole à Alain Baudet qui va pouvoir aussi, pour sa part, témoigner en tant qu'entrepreneur sur ses expériences de Lean et de BIM. Merci Thibault. Alors effectivement, je peux témoigner à la suite du témoignage d'Alain Duré parce qu'en fait, on a travaillé sur cette opération sur laquelle le BIM a été déployé. En fait, la négociation s'est passée relativement simplement. On était retenu sur les lots génie électrique, génie thermique à condition d'être structuré en BIM. C'était la condition pour gagner l'affaire. On avait une offre cohérente. Et c'est ce que nous a demandé le groupe Duré. Donc, en fait, on était prêts. Nous, on s'était déjà préparé à aller sur le BIM, mais on attendait des opérations. Il y avait celle-ci, donc on a dit oui, on va se structurer. Donc, très rapidement, on a profité des formations dont a parlé Alain. Donc, on a participé à ces formations. Elles ont été déployées en l'espace de quelques jours, je crois. Sous 8-10 jours, la formation était déjà lancée, elle s'est opérée. On a acheté des machines et on a donc conçu ce chantier en BIM avec les autres entreprises. Et ça a été une superbe expérience, d'abord pour les techniciens, parce qu'en fait, c'est une manière de faire évoluer aussi techniquement nos techniciens de bureau d'études. On a intégré les études chez VFE, donc quelque chose de nouveau, quelque chose de moderne. C'est presque un peu le passage de la table à dessin à AutoCAD, en fait. On est vraiment dans quelque chose de nouveau, avec une nouvelle manière de réfléchir et de concevoir. Même si tout le monde n'est pas prêt, on a un petit peu lutté, pas lutté, je veux dire, mais eu des difficultés avec des fournisseurs. On n'avait pas toutes les nomenclatures. Donc voilà, ça a été quelque chose de fort. Sur le chantier, on a participé, accompagné par le groupe Duré, à des outils de découverte du chantier avec de la visite virtuelle ou de la réalité augmentée sur ce qui n'était pas encore en 3D. Donc voilà, on a découvert aussi un nouvel environnement, quelque chose de moderne. Et ça, c'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour le chantier, c'est ce que dit Alain. Mais c'est aussi bon pour les collaborateurs qui se disent, voilà, notre métier évolue et comme je l'ai dit tout à l'heure, montrer que notre métier est moderne, et il l'a toujours été en fait, mais il faut le rappeler. On a perdu des jeunes depuis une dizaine d'années avec la crise quelque part qu'on a tous vécu. On a perdu des jeunes, il faut les retrouver, il faut les faire revenir dans nos entreprises et de montrer notre métier moderne va forcément déclencher
des nouvelles recrues, et ça nous donne un côté, on soigne la marque quelque part, hein, la marque employeur, en montrant son côté moderne et connecté. Et puis, bien sûr, cette démarche nous crée une appartenance avec le groupe Durée qui sait maintenant ce qu'on sait faire, hein, dans le domaine du Lean et du BIM. Donc, ça crée une manière ça crée de la fidélisation entre nous. On a mis à profit, bien sûr, ce travail sur d'autres opérations où le BIM n'était pas présent, mais où parfois on avait des difficultés à nous exprimer. On a pris l'exemple d'une chaufferie. Eh bien, on a sur une opération où il y avait une grosse chaufferie, dessiné la chaufferie en 3D, notre propre initiative. Hein, on s'est dit, voilà, on développe ça tout seul sans que personne nous le demande. Et d'une part, pour la présenter à l'équipe de maîtrise d'œuvre, eh bien, on a tout de suite été concret, bien évidemment. Et vous imaginez que l'équipe qui a réalisé la chaufferie, en voyant la maquette en 3D, eh bien, a tout de suite compris, c'est quelque chose de tout de suite de plus pertinent, ce qui va nous emmener à faire une réalisation conforme au dessin, en l'améliorant, bien sûr, si c'est nécessaire. Mais c'est beaucoup plus pertinent. Donc là, on est dans l'efficacité totale et on gagne du temps. Et là encore, on fait avancer l'équipe. En fait, les perspectives du Lean et du BIM, moi, ce que je pourrais en dire, donc, c'est la qualité. On en a beaucoup parlé, mais réellement, on va trouver de la qualité complémentaire. Ça donne du sens à l'utilisateur. Quand l'utilisateur, que ce soit un bâtiment industriel, tertiaire ou du logement, eh bien, quand il sait qu'on s'est investi, nous, entreprises, dans ces démarches innovantes, eh bien, ça augmente, je veux dire, ça valorise nous, entreprises, mais ça valorise son outil. Et c'est une manière aussi pour lui de soigner sa démarche. Ça veut dire que si notre client est investi dans une démarche environnementale ou une démarche de qualité, eh bien, il peut dire que ses parties prenantes, ses fournisseurs sont intégrés dans cette démarche, donc c'est un plus pour lui. Au milieu de tout ça, j'en ai beaucoup parlé, mais on fait attention à nos hommes. Hein, on soigne nos hommes, leur bien-être et leur évolution. On fait briller nos métiers, je l'ai dit aussi. On a besoin de faire briller nos métiers, je trouve. Hein, il faut qu'on travaille là-dessus. Et puis, on va donc attirer des nouveaux collaborateurs. Et puis aussi, on va participer à l'évolution de la filière. Enfin voilà, on apporte notre petite contribution à la filière métier du BTP. Voilà, on considère que tout ça, c'est pas prétentieux, mais c'est quelque chose qui se veut être apprenant et partagé avec les autres. À chaque fois qu'on peut emmener les autres avec nous, eh bien, on le fait. Voilà, Thibaut, ce que je peux dire sur les expériences. Merci Alain. Tout ça, ça nous met bien en perspective effectivement tout ce qu'on peut espérer, on va dire, de ces démarches Lean et BIM dans le futur de la construction. Ça nous permet de rêver un petit peu sur l'avenir de notre secteur et puis de le voir un peu moins comme l'image qu'on a pu voir sur certaines de nos photos. Alors, je voudrais juste conclure un peu ce webinaire avec une petite synthèse. Hein. La construction, ça fait appel à des organisations qui sont complexes, voilà, que ce soit sur les chantiers ou au sein des entreprises. Un nombre d'acteurs importants, il y a des processus multiples, que ce soit en conception, que ce soit en réalisation, avec des fournisseurs, des études, un côté prototype aussi à chaque fois. Et finalement, cette complexité, des fois, est perçue comme quelque chose qui est compliqué. Et on dit, voilà, de toute façon, les plannings, ça ne sert à rien, c'est toujours la même chose. Et à travers cette complication, on y apporte finalement un certain nombre de gaspillages. Le Lean, en fait, il va vraiment nous servir à faire fonctionner un système complexe en règles simples et appliquées rigoureusement de manière collaborative. Donc, c'est par les bonnes pratiques, par des choses qui sont visuelles, par la décomposition du process qu'on arrive à faire en sorte que quelque chose de complexe soit une multitude de petites actions simples qui sont mises bout à bout. Et le BIM, c'est vraiment une solution, effectivement, pour pouvoir l'appliquer dès la phase de conception, parce qu'on retrouve effectivement cette dimension collaborative et puis cet outil qui nous permet de simplifier finalement cette phase de conception en faisant travailler tout le monde en même temps avec des protocoles qui permettent de pouvoir phaser les différentes phases de construction. Alors, je conclurai avec cette phrase d'un ami consultant en créativité qui dit « La rigueur ouvre les portes de la créativité quand le rigorisme ferme celle de l'avenir ». La rigueur avec la méthode Lean, effectivement, c'est vraiment un socle important pour pouvoir faire travailler l'intelligence collective et pouvoir développer cette créativité. On voit bientôt la partie managériale qu'il y a derrière.
le rigorisme, effectivement, ça va plutôt être de se conformer à des normes, à des cahiers des charges et qui ferment finalement toute possibilité de créativité. Et aujourd'hui, on voit que l'avenir, c'est le Lean et le BIM. Voilà, je vous remercie, on va dire, pour votre attention et je reste oui à d'éventuelles d'autres questions. Alors, bon, j'ai passé les questions essentielles, mais je dirais, pour rester sur la thématique de la conclusion, ça serait peut-être bien que chacun d'entre vous puisse répondre très simplement à cette question. Que diriez-vous, donc chacun d'entre vous, à un collègue dirigeant pour le convaincre de rentrer dans la démarche BIM? En étant bref, en ne refaisant pas la conférence, bien sûr. Moi, je peux commencer. Hein. La démarche BIM, c'est, je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'outil pour que tout le monde se parle. C'est l'outil pour obliger les gens à échanger sur la maquette et à ne pas découvrir le chantier 15 jours avant son intervention, quand on a répondu à des appels d'offres. Et le BIM, c'est l'outil de demain et c'est l'outil qui va être indispensable pour gérer les interfaces, et optimiser les prestations, optimiser les devis, parce que tout à l'heure on parlait aussi d'appels d'offres, et puis que tout le monde puisse gagner sa vie sur un chantier. Le BIM, c'est l'outil pour justement éviter les déplacements inutiles, éviter les oublis de réservation, ou éviter justement ce qu'avait mis en introduction Guillaume, c'est de dire l'exemple du particulier qui fait venir une entreprise pour lui poser une porte. C'est pas la bonne porte, c'est pas les bonnes réservations, c'est pas. Enfin voilà, le BIM normalement il est là pour traiter toutes les interfaces de chantier. Merci, Monsieur Alain Duré, pour tout, pour la réponse et puis pour l'intervention d'aujourd'hui. Un Baudet, peut-être? Oui, je veux bien. Ce que je pourrais dire, c'est qu'en fait, on a tous constaté que notre monde est en train de changer. Donc, il faut se préparer. On a déjà commencé, certainement. Vous avez tous commencé. Mais je pense que le Lean et le BIM, c'est une manière nouvelle de créer nos chantiers demain. Et c'est de se préparer aussi à ce qui va venir vers nous, tout simplement. On voit bien que, d'ailleurs, dans les marchés publics, bientôt le BIM va nous être imposé. Donc, le BIM, on va naturellement devoir s'adapter à sa structuration et à son déploiement. Alors, on l'internalisera pour ceux qui le souhaitent. Vous pourrez le sous-traiter, le partager avec d'autres si vous préférez. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va nous embarquer. Ensuite, le Lean, on voit bien que nos chantiers sont donc contraints, que nos marges s'affaiblissent. On est dans un marché relativement concurrentiel. Et c'est source de gains, en fait. On l'a dit, on ne l'a pas chiffré, mais on pourrait le chiffrer. C'est source de gains. Et c'est donc important. Et puis tout ça, on soigne nos hommes, je l'ai dit plusieurs fois, mais on va attirer aussi donc des collaborateurs qui aujourd'hui sont difficiles à embaucher. Il faut qu'on crée une différence en fait. Le chef d'entreprise va avoir de la modernité, il va créer des différences, il va pouvoir faire ce que les autres ne feront pas s'ils ne s'y mettent pas. Et puis tout ça fait qu'on aura participé au changement, il y aura une notion d'adhésion avec les équipes du personnel. C'est quelque chose qui rentre dans les équipes, dans l'entreprise, qui rentre à la maison le soir. Les collaborateurs sont fiers de dire qu'ils sont dans une entreprise ouverte, qui évolue. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut leur expliquer. Très bien, merci. Alors donc Thibault, la conclusion tout à fait terminale. Je vais terminer. Effectivement, le BIM, c'est un changement. Comme tout changement, c'est toujours aperçu comme des efforts à faire et qu'on a toujours tendance à vouloir repousser. Et pourtant, c'est bien l'avenir. Parce que le BIM, c'est pouvoir faire bien du premier coup, c'est éviter à terme tous les retours, les multiples indices qu'on peut avoir dans les phases de conception. Donc, plus tôt on y va, plus tôt, effectivement, on pourra mesurer, on va dire, récolter les gains de cette évolution. Elle est de toute façon engagée. Donc, tous ceux qui prendront effectivement le train au bon moment, effectivement, pourront profiter au maximum, je dirais, de cette évolution et en faire voyager avec eux, effectivement, tous leurs collaborateurs pour qui, effectivement, c'est toujours de nouvelles motivations, toujours quelque chose d'intéressant de faire évoluer leur métier. Merci.
Guillaume, peut-être pour la conclusion de la conférence et Oui. annoncer la suite. Merci beaucoup, messieurs, pour cette expertise et ces témoignages concrets dont nous retenons l'idée de s'approprier le Lean, de l'adapter à sa structure, sa culture. Et je rappelle ce chiffre éloquent, 1 heure investie dans l'amélioration génère 5 heures de performance annuelle. Donc voilà ce qui conclut cette 3e conférence perspective. Donc je rappelle qui étaient nos animateurs: Thibault Lantier, consultant formateur en ligne construction, Alain Baudet, entrepreneur, président de VFE, et Alain Duret, maître d'ouvrage et président du groupe Duret Immobilier. N'hésitez pas à consulter nos offres de formation sur sjdb.fr et nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour un nouveau cycle perspective avec un format qui va sans doute évoluer d'ici là, mais nous vous tiendrons bien évidemment informés de tout cela. Merci à tous. Merci. Merci. Bonsoir. Merci, Au bonsoir. revoir.